commençons nos conférences. Je vais vous donner quelques informations. On va vous donner des programmes. Donc, tout d'abord, je vous présenterai Paul tout à l'heure. Mais nous avons le programme qui est jusqu'à la fin de l'année. Le 28 septembre, nous avons le thème « La science est-elle soluble dans la démocratie » avec Jean-Marc Lévy-Leblond, écrivain universitaire. Le 19 octobre, ce n'est pas dans le programme, mais on vient de le mettre en place dans le cadre de l'école de Nice, parce que toute la ville est en émulsion au MAMAC, au musée Masséna, etc., sur l'école de Nice. Le journal Le Patriote a fait un document complet là-dessus. Il soutient cette initiative. Et donc nous allons faire une conférence sur l'école de Nice, mais une présentation générale du mouvement artistique niçois, et puis un focus sur le nouveau réalisme qui est en train d'évoluer sur la ville. Il y a des nouveaux jeunes artistes qui prennent vraiment de la bonne dimension. Par exemple, c'est beaucoup plus des artistes du street art, art dans la rue. Par exemple, les affiches du festival de jazz à Nice, ça a été fait par toute une bande de jeunes artistes. Donc, on fera donc, il y aura des artistes donc, dans cette journée du 19 octobre, on fera le nécessaire, des affichettes, des flyers. Donc, sur ce nouveau réalisme et du contexte niçois et de leur travail. Ensuite, nous aurons le 26 octobre, Julien et Gérard Camille, critiques de cinéma. Nous présenterons donc une conférence sur le sport et le cinéma. Le jeudi 9 novembre, il y aura une conférence sur les paradis fiscaux par les frères Bocquet, députés, sénateurs qui ont été dans l'enquête sur les évasions fiscales. Et une grande initiative, donc, j'ai perdu la date, excusez-moi, les Fralib, c'est-à-dire c'est la lutte de Gémenos qui aujourd'hui ont une coopérative, ils produisent eux-mêmes le thé, ils ont quand même fait la pige à Unis des Verts, et donc ils viendront nous expliquer leur expérience d'une sorte d'autogestion dans notre société d'aujourd'hui. Ensuite, il y aura le 7 décembre une conférence sur l'Amérique qui vient. Donc vous verrez ça tout en détail sur notre programme, parce que ce serait trop long pour vous donner toutes les initiatives. Donc ce soir, nous avons une conférence qui était intitulée « Résistance au fascisme », et en fin de compte, c'est très large. Mais Paul va nous présenter ce soir plus particulièrement sur la résistance en Grèce, il va nous faire la démonstration que la guerre froide n'a pas commencé en 1946, mais bien en décembre 1944 en Grèce. Donc je laisse la parole à Paul et nous allons débattre ensuite toutes les questions à ce sujet. Voilà, merci Jean-Pierre, merci à vous d'être ici. Oui, Jean-Pierre a commencé à dissiper le petit malentendu sur le thème même de la conférence, puisque lorsque les Amis de la Liberté m'ont proposé d'aborder le thème des fascismes et des résistances au fascisme, je leur ai donné mon accord, mais un accord de principe général, parce que c'est une question que j'ai étudiée depuis bien longtemps, et qui est au cœur de conférences que j'ai faites, que j'ai données, mais ceci dit, de plusieurs conférences. Et le sujet est si vaste dans le temps comme dans l'espace qu'il ne peut pas faire l'objet d'une seule conférence. Enfin, la résistance au fascisme, au singulier ou au pluriel, c'est un vaste sujet qui peut prendre des jours et des jours. Parce que, bon, le fascisme, je veux dire qu'en deux mots, c'est une histoire italienne, qui débute formellement avec la création des faisceaux de combat en 1919 à Milan, création par Mussolini, on le sait, et puis qui deviendront le Parti national fasciste à Rome en 1921. Mais le fascisme, au fil du temps, il va devenir un phénomène européen et puis mondial qui va affecter plus ou moins tous les pays depuis presque un siècle. Les théoriciens et politiciens fascistes, dans toutes leurs variantes, parce qu'elles sont nombreuses, on en retrouve évidemment dans l'entre-deux-guerres en Allemagne avec le nazisme,
le national-socialisme et le Troisième Reich, mais aussi en Autriche, en France, en Belgique, en Hollande, en Norvège, en Suède, en Croatie, en Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne, en Bulgarie, en Roumanie, aux États-Unis, au Japon, etc. Pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, les fascistes feront des émules, ces théoriciens fascistes feront des émules, et ces partis fascistes feront des émules dans les pays baltes, en Ukraine et jusqu'en Amérique du Sud et au Proche-Orient. Et aujourd'hui, dans un contexte qui est tout à fait différent de l'après-Première Guerre mondiale et de l'après-Seconde Guerre mondiale, un contexte nouveau qui est marqué par la disparition de l'Union soviétique et la fin de la politique des blocs, issue de la guerre froide, eh bien on assiste à une troisième génération de fascisme, y compris dans des pays qui ont été particulièrement victimes des crimes fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple l'Ukraine ou la Grèce dans une moindre mesure. Et certains chercheurs même, alors ça c'est encore autre chose, mais on ne va pas en débattre ici, ce n'est pas l'objet de cette conférence, associent également du fait de leur caractère interclassiste et identitariste, violent et exclusif, la plupart des partis islamistes au phénomène fasciste. C'est-à-dire que, en tout cas, les fascismes sont multiformes, mais, et c'est par là que je terminerai cette brève introduction, les partis et mouvements qui se réclament plus ou moins ouvertement des fascismes ont néanmoins en commun une même fonction économique et sociale. Finalement, et dans sa concision, je crois que le fascisme au pouvoir, c'est comme l'a dit avec raison dès 1935 le bulgare Georgi Dimitrov, c'est la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier. Georgi Dimitrov avait eu à affronter le fascisme dès septembre 1923 en Bulgarie, dans son pays, et puis il a été le héros du procès de Leipzig en 1933. D'ailleurs, l'ensemble du procès est réédité chez Delga, là, à l'occasion de la rentrée. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, c'est le procès de Dimitrov, le procès de Leipzig, c'est le procès de l'incendie du Reichstag. Vous savez que les nazis au pouvoir avaient organisé Göring et imputé aux communistes cet incendie, et alors que Georgi Dimitrov était en Allemagne et qu'il a fait la démonstration que les assassins et les incendiaires, c'était les dirigeants nazis. Donc avec un courage exceptionnel, il avait appris l'allemand, etc., dans des conditions terribles dans sa cellule. Mais Dimitrov est devenu ensuite le secrétaire de l'internationale communiste, du Comintern, de la Troisième Internationale, et c'est lui qui est le père des Fronts populaires en 1935 au 7e congrès international, mais c'est lui surtout qui a donné la définition la plus exacte du fascisme en donnant la définition avec le regard, avec l'implication économique. Et les fascismes ont, les partis politiques, on l'oublie un peu trop aujourd'hui parce qu'on est envahi par la politique spectacle, mais on oublie trop souvent qu'une force politique ou un parti, ils ont d'abord une fonction et qui sont au service d'intérêts économiques qui dépassent et de loin les ambitions ou les gesticulations de telle ou telle personnalité. Maintenant, on inverse un peu, on met en avant les bons mots, les mauvais mots, les colères des uns, les cris des autres, etc. Alors qu'un parti représente tout à fait autre chose, il représente des intérêts de classe. Voilà. Donc la réflexion sur les fascismes m'a conduit aux résistances, parce qu'évidemment, qui dit fascisme dit résistance dans tous les pays. La première que j'ai étudiée, c'est les résistances allemandes au nazisme, parce que les premières victimes des nazis, ça a d'abord été des Allemands, évidemment, dont certains ont été d'éminents combattants de la résistance française, il faut le rappeler. Puis après, j'ai fait un autre sujet méconnu, qui mériterait alors d'être approfondi et d'être largement, faire l'objet de large publicité. Pas ma conférence, mais le thème, c'est la résistance dans les camps de concentration. Parce que là aussi, on oublie trop souvent la fonction de réservoir de main-d'œuvre esclave pour les grandes firmes allemandes
qu'ont été les déportés concentrationnaires. Ça, on oublie de le dire. Les camps de concentration, ils avaient une fonction économique dans le Reich et au service des grands concerns allemands et des grandes firmes allemandes, dont la plupart existent encore aujourd'hui. Et donc, ça c'est la deuxième recherche que j'ai faite, et la troisième, c'est sur la résistance grecque. Alors, cette résistance grecque, elle est complètement ignorée chez nous, pas seulement, mais enfin, elle a été massive et héroïque, et je pèse les mots, c'est pas du tout un terme employé comme ça, mais elle a été aussi, la résistance grecque, d'une rare originalité. Parce qu'elle avait un projet. Ce projet, c'était la laocratie. La laocratie, c'est la laocratia, pour ceux qui ont fait du grec, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, le pouvoir radical du peuple, pas la démocratie. Laos, c'est pas démos. Et c'est ça que je vais évoquer. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est, et on va le voir, c'est bien évidemment, non pas de parler d'un fait d'histoire, simplement, mais de voir la modernité d'un projet de société nouvelle qui a été noyé dans le sang par l'intervention extérieure, et ça a été effacé ou gommé, ou en tout cas occulté, parce que la Seconde Guerre mondiale n'était pas finie, alors que c'est la manifestation même du retournement et de la trahison qu'il y a eu, alors que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas terminée, les Anglais, qui s'appuient pour cela sur les anciens collaborateurs grecs des nazis, qui vont sortir de prison, qui vont armer, qui vont former d'abord, militairement et armer, vont être les outils de la tentative de liquidation de la résistance grecque. Ça commence en décembre 1944 à Athènes, et on peut dire que c'est la première page de la guerre froide en Europe. C'est un moment tragique, terrible, même inimaginable quand on pense au contexte, mais qui est délibérément programmé depuis 1943 par Churchill, et qui va conduire ensuite à la guerre civile grecque, qui va être terrible également, entre 1946 et 1949. Guerre civile qui se terminera par l'exode de centaines de milliers de combattants et de leurs familles, qui connaîtront d'ailleurs d'autres drames, notamment en Union soviétique, et à ce fait unique en Europe, pour ne pas dire dans le monde, de la négation de la résistance jusqu'en 1982. Jusqu'en 1982, en Grèce, les résistants étaient des bandits. Non seulement ils n'étaient pas dans les livres d'histoire, mais la résistance était considérée comme une action criminelle. Voilà. Et donc, 1982, donc, ça a conduit à des clivages dans la société grecque qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. L'historiographie classique a longtemps considéré comme départ de la guerre froide les années 1946, vous savez, avec le célèbre discours de Churchill, le 5 mars 1946, donc aux États-Unis, à Fulton. Et en 1947, vous savez ce qu'il disait, de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et leurs populations sont désormais dans ce que j'appellerais la sphère d'influence soviétique et sont toutes soumises sous une forme ou une autre, non seulement à l'influence soviétique, mais aussi au contrôle très étendu, dans certains cas croissant, de Moscou. Donc ça, c'est ce que dit à Fulton Churchill en mars 1946. Et en 1947, c'est l'affirmation de la doctrine Truman, de containment, donc de blocage du communisme, et d'autre part, d'un côté, en riposte, le rapport de Jdanov à la première réunion du Cominform qui a lieu en septembre 1947 en Pologne. Et à partir de là, la situation mondiale se caractérise désormais par l'existence
de deux camps principaux. Jdanov dit le camp impérialiste et antidémocratique d'une part, dont les États-Unis, unis à l'Angleterre et à la France, sont la principale force dirigeante, et d'autre part, les forces anti-impérialistes et antifascistes, l'URSS et les pays de nouvelle démocratie. Donc, ça, c'est le monde divisé en deux. Et il semble que cette logique ne commence qu'en 1946. En fait, cette guerre froide qui va durer jusqu'à la disparition de l'Union soviétique en 1991, près d'un demi-siècle donc, commence en Europe par une guerre chaude, dont le premier acte donc s'est ouvert le 3 décembre 1944 par la bataille d'Athènes. Alors à ce moment-là, je l'ai dit, la guerre est loin d'être finie. Le Troisième Reich ne capitulera que le 8 mai 1945. Et, il faut revoir le contexte, les Alliés marquent le pas sur la ligne gothique au nord de l'Italie, et le 31 décembre 1944, en pleine bataille d'Athènes, ils n'auront toujours pas dépassé l'axe Pise-Rimini. Donc toute l'Europe, toute l'Italie du Nord n'est pas encore libérée. Et les Allemands résistent, et résistent fortement. En même temps, au même moment, l'armée allemande déclenche une puissante contre-offensive dans les Ardennes qui fait reculer les Alliés, et de l'autre côté, l'armée rouge est encore à plusieurs centaines de kilomètres de Berlin. Sur le territoire même de la Grèce, en Crète, la reddition allemande n'a lieu que le 9 mai 1945. Donc c'est dire que la guerre est loin d'être terminée. Dans ce contexte, et en dépit du désaccord du commandant suprême interallié en Méditerranée, qui était le maréchal Alexander, Churchill choisit de dégarnir le front d'Italie. Vous allez voir comment il a fait, pour liquider la principale force de la résistance grecque, qui est l'EAM et l'AS, donc le Front National de Libération, l'EAM étant l'organisme politique, l'ELAS, l'armée démocratique. Donc, qui est impulsé par les communistes et qui est largement, très largement, soutenu par la population. Parce que le Premier ministre anglais estime que la résistance grecque menace la monarchie et au-delà les intérêts de l'Empire britannique. Parce que depuis le XIXe siècle, l'Empire britannique et la Russie sont rivaux en Méditerranée orientale. Or, la Grèce occupe une place stratégique à proximité non seulement du Proche-Orient et de l'Égypte, du canal de Suez donc, qui permet l'accès par mer rapide aux Indes, à l'océan Indien et à l'Extrême-Orient. Pour Churchill et pour les gouvernements anglais, pas seulement conservateurs, parce que le travailliste Attlee, qui lui succède en juillet 1945, va reprendre la même ligne. Défendre la monarchie en Grèce, l'imposer aux Grecs, si nécessaire par la violence, c'est garantir le maintien de la domination britannique. Donc, du 4 décembre 1944 au 11 janvier 1945, pendant plus d'un mois, Athènes, qui est l'unique capitale d'Europe avec Tirana, à s'être libérée par ses propres forces. Il n'y en a pas d'autre. La capitale grecque s'est libérée par les seules forces de la résistance et sans l'intervention d'armées alliées, qu'il s'agisse des Anglo-Américains ou des Soviétiques. Donc, pendant plus d'un mois, Athènes va connaître une longue et terrible bataille. C'est une bataille qui va être menée maison par maison, rue après rue, souvent par de jeunes andartes, de jeunes partisans, mal armés, des hommes mais aussi des femmes. Non seulement face aux forces monarcho-fascistes grecques, mais surtout face à l'armée des alliés britanniques qui sont dotés des équipements les plus modernes en matière de blindés, d'aviation et composés évidemment de militaires professionnels. Ce sont en effet 60 000 soldats britanniques dans un premier temps, et puis 75 000 quelques semaines plus tard, secondés donc par les monarchistes grecs de la garde nationale, de la brigade de montagne, et par les membres des anciennes milices fascistes, des bataillons de sécurité qui ont collaboré avec les nazis, qui vont pendant une quarantaine de journées tenter de liquider la résistance grecque.
Et pour y parvenir, Churchill va mettre des moyens absolument énormes. Alors que la guerre n'est pas terminée et qu'il y aurait besoin de ces troupes-là, notamment en Italie. Il fait envoyer 1650 transports aériens. Et en un temps record sont débarqués 2000 tonnes de matériel de guerre, de nombreux chars, véhicules blindés, 2 divisions britanniques complètes, ainsi que de fortes unités d'infanterie coloniale, notamment une nouvelle brigade de la 4e division indienne, de Gurkha, c'est des Gurkhas. Et au général Ronald Scobie, qui est commandant des troupes alliées en Grèce, le Premier ministre anglais donne une consigne claire. Il faut se remettre dans le contexte. Il dit, vous avez à agir à Athènes comme s'il s'agissait d'une ville conquise où se serait déclenchée une révolte locale. On parle de la seule capitale, donc avec Tirana, qui s'est libérée et qui a été libérée par les forces de la résistance. C'est agir à Athènes comme s'il s'agissait d'une ville conquise où se serait déclenchée une révolte locale. Évidemment, l'Elam Hélas, le Front National grec, fait des propositions dès le 14 décembre. Les Britanniques et le gouvernement grec, qui leur est entièrement soumis, rejettent constamment tout dialogue. Parce que les monarchistes grecs, les conservateurs, comme les travaillistes anglais, veulent briser les Amélas, qu'ils accusent, en mentant délibérément, la recherche historique et l'ouverture des archives le prouvent maintenant alors sans ambiguïté, ils les accusent de vouloir s'emparer du pouvoir pour le compte de l'Union soviétique et de vouloir établir un régime pro-soviétique. En fait, ce que veut Léam, et ce qu'elle a commencé à mettre en place, et c'est là que c'est très très intéressant, pendant l'occupation allemande, dans les zones libérées, qui sont l'essentiel de la Grèce, c'est l'embryon d'un État nouveau issu de la résistance. C'est une laocratie, donc un pouvoir populaire de type nouveau, autogéré et réellement démocratique. Et cet État nouveau, je vais laisser un Anglais, un noble anglais, qui sera ensuite, en 1959, député conservateur, qui participera en 1953 au coup d'État en tant que diplomate, entre guillemets, à Téhéran, au coup d'État contre Mossadegh. Donc, il a des galons au niveau. Voilà ce qu'il écrit, Christopher Montague Woodhouse, donc qui est agent des services de renseignement. C'est un témoignage très intéressant parce que Woodhouse il maîtrise, c'est un des rares, à maîtriser complètement la langue grecque. Et il a été parachuté en Crète d'abord, en 1941. Et puis comme officier de renseignement du SOE, pour organiser, en liaison avec la résistance, le sabotage derrière les lignes ennemies. Et puis il est ensuite parti en Égypte, il a été rapatrié en Égypte, et puis il est renvoyé en Grèce continentale, donc pour la même tâche, en 1942, aux côtés d'un autre officier de renseignement qui s'appelle Eddie Myers. Et il est là, non seulement comme pour les actions de sabotage, évidemment, mais en tant que chef, il deviendra le chef en 1943, de la mission militaire britannique, dans la résistance, dans la clandestinité. Il s'agit donc d'un témoignage d'un adversaire politique, d'un aristocrate, donc, qui a écrit, mais fin connaisseur de la Grèce, il a écrit pratiquement 9 livres, qui a vécu de l'intérieur dès le début, et parmi les Grecs, avec les Grecs, l'émergence de la résistance, donc de Léam, et qui a pour mission de démanteler Léam et de créer des forces concurrentes. Voilà ce qu'il écrit. Après s'être assuré le contrôle de presque tout le pays, les résistants lui avaient donné un certain nombre de choses qu'il n'avait jamais connues. Les communications dans les montagnes, sans fil ou par téléphone, n'avaient jamais été aussi bonnes. Léam, hélas, allait jusqu'à réparer les routes et à utiliser les grandes routes. Pour la première fois,
les bienfaits de la civilisation et de la culture pénétrèrent petit à petit dans les montagnes. Des écoles, des gouvernements locaux, des cours de justice et des services publics se remirent à fonctionner. On vit démarrer des théâtres, des usines, des assemblées élues. Une vie comme jamais s'organisa qui remplaça l'individualisme traditionnel du paysan grec. Léam, hélas, jeta les bases, c'est toujours Oudouze qui parle, d'un État organisé dans les montagnes grecques. Bien évidemment, cet État nouveau, issu de la résistance, était antinomique avec le retour au régime d'avant-guerre et avec le retour à une monarchie, avec un roi qui était contesté, puisqu'il était d'origine germano-danoise, Georges II Glucksbourg, qui était étroitement lié, pour ne pas dire le jouet, de la Grande-Bretagne. Donc la bataille d'Athènes débute le 3 décembre 1944, elle s'achève le 11 janvier 1945 par un cessez-le-feu. Elle va être suivie par la conférence de Varkiza, donc en février 1945, qui va se traduire par un accord entre d'un côté les représentants de l'EAM et l'AS, et de l'autre côté ceux du gouvernement grec et ses partisans, avec en coulisses évidemment les Anglais. C'est un accord catastrophique, particulièrement défavorable à la résistance, qui ne sera d'ailleurs même pas appliqué, notamment en ce qui concerne l'épuration des collaborateurs des occupants nazis, et pour cause. Par contre, il va ouvrir la voie à plusieurs mois de terreur blanche à l'encontre des résistants et des progressistes, et entre février et juillet 1945, 20 000 personnes sont arrêtées, plus de 500 assassinés, 2 961 condamnés à mort, et en décembre 1945, le ministre de la justice grecque déclare « Les personnes emprisonnées sont au nombre de 17 984, 48 956 personnes sont actuellement poursuivies pour leurs activités au sein de l'EAM et l'AS. Nous évaluons à plus de 80 000 le nombre de personnes devant être inculpées. » C'est donc la terreur blanche. Une terreur blanche pendant que la guerre, alors que la guerre n'est pas terminée, qui est unique en Europe, et à ce moment-là, qui chapeaute, et avant l'achèvement donc de la Seconde Guerre mondiale, et juste immédiatement après, on est juste après la chute du nazisme, qui va déboucher sur 3 ans de guerre civile, donc de 1946 à 1949, dont guerre civile dont la monarchie et les partis conservateurs et réactionnaires ne sortent vainqueurs que grâce à l'appui, que parce qu'il y a eu l'appui militaire massif et l'intervention massive des Anglais qui sont en échec et vont faire appel après aux Américains, parce qu'ils n'arrivent pas à tordre le cou à la résistance grecque. Donc, une fois de plus, ce sont les puissances extérieures qui auront imposé dans la violence aux Grecs leur volonté et leurs intérêts. Donc les conséquences, évidemment, je l'ai dit, directes sur la société vont perdurer de la fin de la guerre civile à la chute de la dictature des colonels en 1974, et ce n'est qu'en 1982 donc, que la résistance sera reconnue officiellement et que les exilés politiques pourront rentrer ouvertement dans leur pays. Et il faudra attendre 1989 pour que le Parlement grec adopte une résolution déclarant que les partisans de l'armée démocratique grecque n'étaient pas des bandits. En Grèce, malgré les 40 années de répression et de persécution, donc le fait résistant continue à créer des culpabilités, des passions et des conflits, souligne l'universitaire Constantina Spiliotopoulou en 2004 encore. Donc, on peut dire que de l'indépendance de 1830 à aujourd'hui, la Grèce n'aura connu qu'une souveraineté limitée. Alors, on va revenir, parce que c'est des choses qu'il faut connaître, je pense, à 1940. Donc, comme dans la plupart des pays d'Europe, la résistance grecque, elle a d'abord été motivée par l'occupation étrangère. Mais, et ça c'est une première originalité, le pays, qu'il s'agisse de la partie continentale comme des 9 îles, je rappelle qu'il y a 9000 îles et îlots, dont certaines sont inhabitées, en Grèce, mais, première originalité, le pays est démembré en plusieurs zones qui dépendent de 3 autorités différentes, les Italiens, les Allemands et les Bulgares, qui vont mener, ça c'est un point commun, partout des politiques de pillage et de violente répression
chacun tirant la couverture à lui et poursuivant des objectifs différents. Pour les Allemands et le Reich nazi, qui a besoin de division pour attaquer l'Union soviétique, hein, il ne veut pas occuper tout le territoire. Par contre, il s'arroge les régions clés. Athènes, évidemment, avec le port du Pirée, Thessalonique, la Macédoine centrale, une bande le long de la frontière turque, certaines îles de la mer Égée proches de la Turquie, Lemnos, Lesbos et Chios, et puis deux dans les Cyclades, Amorgos et Milos, et les trois quarts de la Crète. Le dernier quart étant aux Italiens. Les Bulgares, le royaume de Bulgarie, qui a été un des vaincus de la Première Guerre mondiale, a perdu la Thrace occidentale, donc qui est au nord, au traité de Neuilly en 1919. Il la récupère, ainsi qu'une partie de la Macédoine et des îles de Samothrace et de Tassos. Ces territoires sont considérés par la monarchie bulgare comme récupérés et sont donc soumis à des mesures particulièrement brutales de bulgarisation. Quant à l'Italie fasciste, elle obtient tout le reste, hein, et elle applique dans certaines zones, comme la Bulgarie, une politique d'annexion. C'est le cas dans les îles du Dodécanèse, à Rhodes, à Kos, à Léros, où l'Italie est installée depuis 1912, et là elle mène une politique d'italianisation forcée et de colonisation. Quant aux 6 îles de la mer Ionienne, Corfou, Leucade, Paxos, Céphalonie, Ithaque et Zante, elles forment un État ionien. Ça c'était déjà sous Napoléon, il y avait eu un embryon, qui est annexé à l'Italie. Et à côté de ces occupants, il y a une autorité grecque, entre guillemets, hein, qui est assurée par un gouvernement de collaborationnistes, évidemment, qui va voir se succéder 3 premiers ministres qui sont des fantoches. Le général Tzolakoglu, qui est nommé par les Allemands le 30 avril 1941, qui restera en poste jusqu'au 2 décembre 1942, Konstantinos Logothethopoulos jusqu'au 7 avril 1943, puis Ioannis Rallis jusqu'en octobre 1944. Et d'autre part, au Caire, existe un gouvernement grec en exil autour du roi Georges II qui a soutenu, mais le roi lui est en Angleterre, hein. Voilà. Oui, parce que donc le roi Georges II, qu'il faut le rappeler, a soutenu le régime fasciste de Ioannis Metaxas, parce qu'il y a une dictature à partir de 1936 en Grèce, à partir d'août 1936, jusqu'à sa mort en janvier 1941. Et ce gouvernement en exil, qui est au Caire, est composé essentiellement de métaxis, c'est-à-dire de fascistes, et d'anciens représentants des partis d'avant-guerre qui sont complètement déconsidérés. Mais surtout, il dépend, ce gouvernement, ce pseudo-gouvernement, qui est au Caire, il dépend complètement des Britanniques, qui lui assurent une légitimité au plan international, qu'il n'a absolument pas chez les Grecs de Grèce, évidemment, qui résistent et ne se reconnaissent ni dans ce gouvernement, ni dans le roi, ni dans la monarchie. Alors cette triple occupation que va connaître la Grèce et que vont affronter les Grecs, elle n'a aucun équivalent, ni en France, ni en aucun pays occupé d'Europe occidentale. Vous allez voir la violence. Par l'ampleur des dégâts matériels et des pertes humaines qu'elle entraîne et sa violence, elle s'apparente bien davantage aux politiques de terreur et génocidaires mises en œuvre à l'est de l'Europe, en Pologne, en Biélorussie, en Union soviétique et en Yougoslavie. Pour les 3 années et demie d'occupation, pour une population qui était alors en Grèce de 7,3 millions d'habitants, le nombre des victimes directes et indirectes de la faim s'élève à 500 000. 500 000 morts de famine. Donc 40 000 morts durant la seule première année d'occupation, auxquelles s'ajoutent évidemment l'effondrement des naissances et les maladies dues à la malnutrition. Un rapport du Conseil supérieur d'hygiène, qui est établi en courant 1942, écoutez bien, relève que la nourriture distribuée sur la base des cartes de rationnement a été, jusqu'à l'intervention de la Croix-Rouge internationale, de 450 calories par jour en juillet 1941, de 327 calories pour octobre, de 204 calories par jour pour février 1942. Ces chiffres sont particulièrement éloquents.
quand on sait que le minimum vital se situe autour de 2500 calories par jour. 204 calories. 500 000 morts de famine organisée. Des centaines de villages subissent le sort d'Oradour-sur-Glane. Nous, on en a un, Oradour-sur-Glane. Il y en a eu 1770. À la Libération, plus d'1 million de personnes sur 7 300 000 sont sans abri. Et la production céréalière a chuté de 40%. En se retirant, l'armée allemande pratique la politique de la terre brûlée. Les rapports de ces états-majors, donc le rapport allemand, recensent la destruction de 52 ponts routiers, 68 ponts de chemin de fer, 42 gares, 55 km de voies ferrées, de 6 tunnels, des installations portuaires et du canal de Corinthe. Entre octobre 41 et février 44, les prix alimentaires à Athènes sont multipliés par 10 000. Le pillage des ressources alimentaires et minières, du coton, du tabac par les occupants, en particulier par les détachements économiques de la Wehrmacht, est total. Et il s'accompagne, parce que le pillage n'est pas tout, d'une réorientation de l'économie grecque vers les besoins de l'armée d'occupation et du Reich. Toutes les grandes firmes allemandes, Krupp, IG Farben, Remsma, AEG, Siemens, etc., y participent. En particulier, à partir de l'automne 1942, lorsque les associations patronales allemandes créent la Société germano-grecque de clearing des marchandises, qui se voit attribuer le monopole du commerce extérieur de la Grèce. Environ 60 000 juifs périssent durant l'occupation, soit 81% de la communauté israélite grecque, dont 91% de ceux de Thessalonique, et 90% dans les zones bulgares où les Allemands ont systématiquement pourchassé les Juifs, malgré l'aide de l'Église orthodoxe, de la police d'Athènes et de la protection des résistants de l'Éa Mélas, qui cachent notamment le grand rabbin Elias Barzilai. En termes de pertes humaines, ça donne une idée, dû à la Deuxième Guerre mondiale, les pertes de la Grèce représentent 7% de la population du pays. 10% en Union soviétique, 8% en Allemagne, 1,5% en France. Donc, vous mesurez. La guerre, la répression des occupants, la famine avaient amputé le peuple grec de près d'1 million d'hommes et de femmes. Le jour où je lui rappelais ce fait, ça c'est André Kédros, qui est intellectuel grec, arrivé à Paris en décembre 1945, le jour où je lui rappelais ce fait, Louis Aragon avait fait un rapide calcul mental, à proportion, la France aurait dû perdre 7 millions des siens. 7 millions, vous imaginez. Ça, c'est la première réalité. Donc, la deuxième originalité de la résistance grecque, c'est d'avoir été initiée, portée et développée par le Parti communiste grec. Dès le début de la guerre contre l'Italie, le 8 octobre 1940. Alors, ils n'ont pas attendu les ordres du Comintern, de Staline ou de je ne sais pas quoi, hein, parce que vous connaissez la rengaine en France, le Parti communiste, il a commencé à agir dans la résistance à partir de juin 1941, après l'opération Barbarossa. Pas du tout, c'est faux en France. Mais en Grèce, c'est manifeste. Lorsque Mussolini, à l'insu d'Hitler, décide d'attaquer la Grèce, son ultimatum se heurte au refus du pourtant pro-fasciste Metaxas, qui reçoit immédiatement le soutien du secrétaire général du Parti communiste emprisonné, qui est Nikos Zachariadis, qui est en prison, comme beaucoup de cadres grecs, et qui, le 31 octobre de sa prison, écrit une lettre ouverte au peuple de Grèce et qui est sans ambiguïté. Le peuple de Grèce mène une guerre de libération nationale contre le fascisme de Mussolini. À côté du front principal, chaque rocher, chaque colline, chaque ville, maison par maison, doit devenir une forteresse de la guerre de libération nationale. Chaque agent du fascisme doit être exterminé sans pitié. Donc la lettre, elle est claire, c'est un extrait. Elle est particulièrement claire. Pour les Grecs, la guerre contre l'agression de l'Italie fasciste prend un caractère à la fois patriotique, donc antifasciste et populaire. Non seulement, en dépit des hésitations du gouvernement de Metaxas et des insuffisances organisées ou non de l'état-major, les soldats grecs, parce que dans l'état-major et dans le gouvernement grec, il y avait des pro-fascistes. Donc, mais les soldats grecs vont faire face à l'agression fasciste italienne, mais ils vont être appuyés par toute la population, notamment par les femmes qui vont assurer, malgré les carences de l'état-major, ils vont lancer une contre-offensive qui va les amener
à 60 km à l'intérieur de l'Albanie. Durant 6 mois, 16 divisions grecques, insuffisamment armées, immobilisent en Albanie 26 divisions italiennes, disposant d'un équipement bien supérieur. Et à la stupeur générale, alors que de grands pays, au même moment, sont vaincus et occupés, dont la France, un petit peuple, entre guillemets, un petit peuple, met en échec le mythe de l'invincibilité des forces de l'Axe, c'est le premier, en tenant tête en Europe continentale aux troupes de l'Italie fasciste. Et en grande difficulté, Mussolini va appeler qui? Eh bien Hitler. Et le 6 avril 1941, la Wehrmacht attaque la Grèce. Le 27 avril, les Allemands entrent dans Athènes et toute la partie continentale du pays est occupée. Les Britanniques, qui sont là mais qui font surtout de la figuration, parviennent à évacuer les 50 000 soldats du Commonwealth que Churchill avait envoyés du Proche-Orient en 1941. Et le 1er juin, la Crète est la dernière à tomber, après 11 jours d'une bataille qui est livrée aux parachutistes et aux troupes d'élite allemandes, par les soldats grecs et anglais, mais aussi par la population civile qui va le payer très cher après l'armistice. Puisque donc le 1er juin c'est l'armistice, les 2 et 3 juin, les représailles commencent en Crète et frappent des villages qui sont détruits totalement. Candanos, des dizaines de Crétois sont fusillés, alors qu'il y a l'armistice, sans jugement, à Condomari notamment, pour avoir combattu les envahisseurs. C'est-à-dire que tous les parachutistes, les meilleures divisions de parachutistes, les troupes d'élite qui ont été envoyées par la bataille de Crète par aéroportées, ont été massacrés par les paysans, etc. Ça a été une réaction populaire de masse. Et ce sont, ces actes des occupants nazis, ce sont les opérations de vengeance. Ça s'appelle opération de vengeance, que le général Kurt Student, du 11e corps aéroporté, explique sans ambiguïté à ses troupes. Alors, je cite, premièrement, exécution sommaire, deuxièmement, réquisition, troisièmement, incendie de village, quatrièmement, extermination, Ausrottung, de la population mâle de régions entières. C'est les ordres. Le général Kurt Student ne sera jamais jugé pour les crimes de guerre, ni remis à la Grèce, pour y être jugé. Jamais. En Crète, le rembarquement des troupes britanniques, australiennes et néo-zélandaises va s'avérer infiniment plus difficile que du continent. Et plusieurs milliers de soldats ne vont pas pouvoir s'échapper de l'île. Donc ils vont être aidés, cachés et aidés par les Crétois jusqu'à la libération. Souvent, ils rejoignent, la plupart du temps, ils ont rejoint la résistance qui, c'est une particularité de la Crète, du fait de la forte tradition du républicanisme de Venizelos, qui est un grand personnage de la Grèce, qui était un républicain, radical. Il était crétois, et les Crétois étaient essentiellement antimonarchistes et républicains. Donc, il n'y aura pas de division à la libération, il n'y aura pas de guerre civile en Crète, pour la bonne raison que la population est antimonarchiste. Donc, ils ne vont pas s'opposer, les Crétois, entre eux. Donc là, la monarchie dispose moins qu'ailleurs encore d'un soutien populaire. Mais, je voudrais noter ça parce que les semaines de combat en Grèce et l'occupation vont retarder d'autant l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'attaque nazie contre l'Union soviétique, le 20 juin 1941. Et les troupes aéroportées, qui sont décimées pendant la bataille de Crète, elles vont manquer ensuite cruellement à Hitler. Ça, c'est tous les généraux allemands en font état. Alors, comment est née la résistance grecque? Il y a cet appel, donc, du Parti communiste, qui représentait une force. Mais elle s'est manifestée d'abord de manière spontanée, à partir de choses toutes simples. Et elle va rapidement se structurer. Dès l'arrivée des Allemands à Athènes, la population va témoigner ostensiblement, le peuple, pas la grande bourgeoisie, mais de sa sympathie aux soldats anglais prisonniers ou des soldats qui étaient en cavale. Et seulement un mois après que les occupants aient hissé le drapeau nazi sur l'acropole, 2 jeunes résistants, dont un qui est encore en vie, Manolis Glezos, et Apostolos Santas,
arrachent le drapeau nazi au péril de leur vie dans la nuit du 31 mai 1941 qui flottait sur l'Acropole. Le Parti communiste de Grèce, qui représentait une force en 1935, il avait 130 000 membres, 15 députés et un quotidien, Rizos-Pastis, a subi une répression féroce depuis l'établissement du régime du 4 août, donc et la dictature fasciste de Métaxas. 90 000 de ses membres et sympathisants ont été arrêtés, souvent torturés, emprisonnés et déportés dans les îles. Et lorsque les Allemands arrivent, 2000 cadres et les militants sont toujours emprisonnés par le régime fasciste grec, qui refuse de les libérer pour combattre l'invasion, comme le demandaient ces cadres, et il les livre aux nazis. Et ainsi, le secrétaire général du Parti communiste grec, Nikos Zachariadis, il est expédié à Vienne et puis déporté au camp de concentration de Dachau, près de Munich, donc, Dachau en français. D'autres vont parvenir, avec la confusion de l'occupation allemande au début, parviennent à s'évader, et parfois dans des conditions absolument rocambolesques. Ils arrivent à s'évader des prisons ou des îles où ils sont déportés. Et ils animent immédiatement des groupes de résistants qui vont tomber souvent les armes à la main dans les combats contre les occupants. Parmi ces évadés, il y a une très grande figure, Georges Siantos, qui en janvier 1942 sera élu secrétaire général intérimaire, clandestin évidemment, du Parti communiste, alors que Zachariadis est en déportation. Et Siantos va être, dans des contextes particulièrement difficiles, le signataire contraint, forcé, de 3 accords politiques qui seront désastreux pour Léa Mélas et la résistance grecque. La conférence du Liban en mai 1944, les accords de Caserte en septembre 1944 et les accords de Varkiza en février 1945. Tous ces militants et cadres évadés vont reprendre contact avec ceux qui subsistent de l'organisation clandestine du Parti communiste, particulièrement à Athènes, au Pirée, en Macédoine, en Thrace, à Salonique, en Épire et en Crète. Et à Athènes, ils vont constituer dès le mois de mai 1941 ce qu'ils ont appelé un groupement d'orientation qui va s'ériger en nouveau comité central. Et la 6e assemblée plénière de ce groupement d'orientation va définir les objectifs des communistes avec une grande clarté. Vous allez voir. Premièrement, les occupants germano-allemands doivent être chassés de Grèce. Deuxièmement, le gouvernement des Quisling, donc des traîtres, du nom du collaborateur pro-nazi qui dirige alors la Norvège occupée, doit être renversé. Troisièmement, l'Union soviétique, qui a été attaquée par les nazis le 21 juin, doit être aidée et défendue journellement. Quatrièmement, toute force antifasciste de quelque importance doit être soutenue par tous les moyens. Cinquièmement, un gouvernement provisoire doit être formé par tous les partis. Ce gouvernement, aura la tâche de rétablir les libertés démocratiques du peuple, de veiller à ce que l'huissier du travail et du pain, de convoquer une assemblée nationale constituante, et voilà, et de défendre l'intégrité et l'indépendance de la Grèce contre toute puissance impérialiste. Et la même session de la direction communiste, donc, fait un devoir à tout communiste de s'orienter à temps et d'une façon juste face aux événements qui changent et changeront à un rythme de plus en plus rapide, et d'organiser la révolte du peuple pour une libération nationale et sociale de la Grèce. Alors, ces objectifs, avec notamment la perspective d'un gouvernement provisoire et d'une assemblée constituante doublée d'une approche qui conjugue libération nationale et libération sociale, évidemment, ne vont pas du tout dans le sens de la monarchie, des intérêts de la monarchie, ni dans le sens des intérêts des Britanniques. Alors la première organisation de masse de la résistance, ça va être la solidarité nationale. Elle s'appelle la solidarité nationale. Elle se constitue à l'initiative des communistes le 28 mai 1941 autour d'un soutien aux victimes de la répression des occupants et surtout, je vous ai donné les chiffres, de l'aide alimentaire. Et en même temps que se créent ces premiers réseaux de résistance, la population va expérimenter des formes d'auto-organisation collective, des comités populaires, avec des organisations professionnelles et des religieux qui vont organiser des soupes populaires qui vont sauver des milieux de vie, notamment durant la famine de l'hiver 41-42. Le 16 juillet 1941 se crée un premier front c'est les communistes qui le créent, qui est le Front National de Libération des Travailleurs, l'EAM, qui regroupe les militants des 3 unions syndicales, tous les syndicats. Sa direction est basée, ils sont créés par les communistes, mais la direction est basée sur une représentation de chaque courant à la proportionnelle, et ça va garantir donc cette structure de résistance parmi les travailleurs, un fonctionnement harmonieux jusqu'à la libération. L'action de l'EAM
en milieu ouvrier, va faire de la Grèce un des pays occupés où les grèves et les manifestations seront les mieux organisées et les plus nombreuses. Et elle va jouer, cette résistance ouvrière, un rôle décisif dans l'influence de la résistance dans les villes. Le 27 septembre 1941 est fondé le Front National de Libération, l'EAM, avec un comité central politiquement pluraliste. Il a pour secrétaire général un communiste d'origine macédonienne, Thanassis Atsis, qui restera en place jusqu'en 1944. À la veille de la libération, en 1944, l'EAM sera devenue la plus importante organisation de résistance, non seulement en Grèce, mais de toute l'Europe occupée. 1 800 000 membres pour un pays de 7 300 000 habitants. Les statuts de l'EAM instituent l'égalité entre les partis qui la composent. Ils définissent les moyens de lutte et les règles de clandestinité. Mais ils fixent aussi comme objectif patriotique l'indépendance au total du pays. Pas le socialisme, pas la constitution d'une Union soviétique bis, non, l'indépendance totale du pays. Ce qui vise évidemment les occupants, mais aussi au-delà, implicitement, le roi et son gouvernement en exil qui sont soutenus par la Grande-Bretagne. Le 10 octobre 1941, l'EAM rend public un manifeste qui est un appel à toutes les catégories du peuple, ouvriers, mais aussi bourgeoisie, à qui est demandé un soutien économique, explicitement, aux artisans, aux soldats, aux policiers, aux fonctionnaires, aux prêtres, aux femmes et aux jeunes. Et l'EAM va se déployer rapidement en plusieurs branches. L'EAM des ouvriers, l'EAM des fonctionnaires, l'EAM des femmes, l'EAM des étudiants, l'EAM des lycéens, qui vont multiplier des cellules pratiquement dans toutes les villes et villages. Parallèlement, les Anglais, qui ont laissé après leur départ, je l'ai dit, des groupes d'agents, aussi bien grecs que britanniques, donc du service d'opération exécutive, du SOE, vont structurer des réseaux d'information et de sabotage. Et en liaison avec le quartier général du Moyen-Orient, leur quartier général, ils vont organiser l'évacuation des soldats britanniques encore sur le territoire et les sabotages de structures militaires et civiles utilisées par les puissances de l'Axe. Mais l'action des réseaux britanniques ne se limite pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à porter des coups à l'armée allemande et à ses alliés. Elle intervient aussi lourdement, dès le départ, au plan financier, au plan militaire, au plan politique, dans les affaires intérieures de la résistance grecque et de la Grèce, en soutenant et en suscitant des groupes de résistance concurrents, voire rivaux, voire ennemis de l'EAM. Fin septembre 1941, un groupe de militaires et de civils de sensibilité républicaine, le général Plastiras, en exil à Nice, rejoint par Pyromaglou, qui lui est à Marseille, fonde avec Napoléon Zervas, qui est un officier resté en Grèce, et diverses personnalités, l'EDES, la Ligue nationale démocratique grecque. Les buts de l'organisation, de cette organisation qui sont définis dans les statuts, passent curieusement, qui soi-disant une organisation de résistance, passent curieusement sous silence l'occupation ainsi que les modalités de l'action. Ils créent une organisation de résistance, mais qui n'est pas contre les occupants, et ils ne disent pas comment ils vont lutter. Donc, bon, sa participation, donc la participation de l'EDES à la lutte armée contre les occupants, sera complètement marginale, se limitera à l'Épire. En fait, l'EDES, qui s'affiche démocrate et socialiste, n'organisera de maquis que dans la seule région de l'Épire qu'à partir de juillet 1942, après le versement, ils ont pris de 24 000, leur précaution, de 24 000 livres sterling or par les Anglais, dont elle restera, l'EDES, évidemment, étroitement dépendante. En novembre 1941, le Parti communiste grec envoie des émissaires dans les zones montagneuses pour évaluer la possibilité d'implanter des maquis. Et la réponse s'avérant positive, le Parti communiste grec propose à ses partenaires au sein de l'EAM d'organiser des groupes armés de maquisards, ce qu'on appellera les Andartes, et le 10 février 1942 est fondée l'armée populaire de libération nationale, l'ELAS. ELAS, en grec, c'est aussi la Grèce. L'acronyme, ça veut dire, donc ça résonne particulièrement auprès des Grecs, puisqu'en grec, la Grèce se dit Hellas. L'Hellas va peu à peu rassembler sous son autorité et sa discipline les bandes de mi-brigands, mi-rebelles, les kleftes, les voleurs, qui ont gagné les montagnes en reprenant la dénomination qu'on leur donnait sous l'Empire ottoman. Et peu à peu, l'encadrement de l'Hellas, par l'Hellas, de ces bandits d'honneur, va leur donner une conscience politique et faire d'eux
des résistants. Et en mai 1942, les premiers groupes d'Andartes apparaissent autour de Mégara, de la ville de Mégara, et c'est surtout dans la région de l'Armélie et dans les montagnes du Pend au nord que l'Hélas va prendre son essor et que va émerger un chef exceptionnel à la destinée tragique qui est Haris Velloukiotis. Haris Velloukiotis, il a été doté d'un charisme et d'une autorité reconnue et d'un charisme incroyable. Il a imposé une discipline sans faille à ses hommes. Il était impitoyable avec un adversaire qui, pour sa part, pratiquait une terreur totale contre les civils. Et rapidement, Haris Velloukiotis, donc, est rapidement le capétianos par excellence, un personnage de légende, la bête noire des occupants, mais aussi des Anglais. En mai 1942, les Andartes, donc les partisans, sont déjà au nombre de 50 000, de 500. En 1944, ils seront 50 000, avec 150 000 avec les réservistes. Et partout, ils vont harceler, en Grèce centrale, les troupes italiennes et allemandes. Et dans la nuit du 25 au 26 novembre 1942, les partisans grecs vont engager le combat qui permet à un groupe de 12 militaires anglais du SOE, des saboteurs, le plus grand sabotage d'une infrastructure en Grèce, en Europe occupée, la destruction du viaduc de Gorgopotamos, qui est proche de Lamia et qui permet la liaison ferroviaire entre Athènes et Salonique. C'est par là que sont acheminés les renforts pour les forces de Rommel et l'Africa Corps en Afrique du Nord et en Égypte. Donc ils font sauter le pont. Les représailles vont être terribles, hein, terribles, parce que ils ont fusillé des tas de jeunes grecs sur les lieux, le pont, le viaduc a été démoli évidemment, et puis après, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attachaient les jeunes résistants devant les locomotives. Les locomotives de matériel militaire et transportant des troupes avaient devant vivants des trucs. Donc vous faites sauter, vous les faites sauter. Quelques jours après cet événement, devant le succès retentissant, la BBC, elle attribue à l'EDES, donc les groupuscules qui téléguidés, cet acte est majeur. Elle ignore évidemment l'Hélas et Haris Velloukiotis, dont l'engagement a pourtant été essentiel pour le succès de l'opération. Constamment, l'aide anglaise, particulièrement en armes et en argent, ira à des organisations dont l'engagement contre les occupants est des plus réduits, voire très ambigu, l'essentiel étant qu'elles soient concurrentes et rivales de l'Hélas. L'action constante de l'Hélas dans les montagnes et les zones rurales va se conjuguer avec la résistance urbaine qui multiplie manifestations de masse et grèves. Le 22 décembre 1942, à l'appel de l'EAM, 40 000 ouvriers, en pleine occupation, 40 000 ouvriers d'Athènes et du Pirée déclenchent une grève et une grande manifestation à laquelle se joignent employés, lycéens et étudiants. Et le 24 février 1943, en réponse à l'ordre de mobilisation civile qui instaure en Grèce le travail forcé, le STO, pour envoyer éventuellement en Allemagne tout travailleur âgé de 16 à 45 ans, les forces d'occupation se trouvent à Athènes face à une marée de manifestants qui, appuyés par des groupes de résistants armés, s'attaquent au prix d'innombrables morts et blessés au ministère du Travail qu'ils incendient. Le STO n'est pas passé comme ça. Et le 27 février 1943, l'enterrement du grand poète Kostis Palamas se transforme en nouvelle démonstration patriotique qui réunit 100 000 manifestants. Le 5 mars, une nouvelle grève à Athènes avec manifestation avec banderole contre la mobilisation civile, donc contre le STO. Malgré les mesures exceptionnelles prises par les occupants italiens et les Allemands qui mitraillent la manifestation, les Athéniens pénètrent à nouveau dans le ministère du Travail, qui sera entièrement brûlé. Ils ne font pas que brûler, ils brûlent les dossiers, évidemment. Le journal de l'Oberkommando Südgriechenland de la Wehrmacht note le 5 mars 1943, à Athènes ont eu lieu durant la matinée diverses manifestations. Les cortèges ont été dispersés par la Feldgendarmerie et les Italiens. Les démonstrations sont d'origine communiste et dirigées contre la mobilisation civile, c'est-à-dire contre le STO. Les manifestations vont continuer jusqu'au 10 mars, date à laquelle le gouvernement collaborationniste et les Allemands devront renoncer
à l'envoi de travailleurs grecs dans le Reich. Ils ont mis en échec, au prix du sang, hein, au prix du sang, l'opération du STO en Grèce. Lorsque Hitler, aux abois, redemandera 150 000 travailleurs en août 1944, il se heurtera à nouveau à une grève générale et à des affrontements sanglants, particulièrement dans les quartiers dits rouges d'Athènes. Et la Grèce sera le seul pays, là encore, le seul pays occupé à avoir mis totalement en échec le plan de travail forcé des nazis à l'encontre des travailleurs nationaux. Le 25 juin 1944 à Athènes, une grève politique répond à l'exécution de 106 otages en représailles contre l'attentat dans le tunnel de Cornovo qui a anéanti un train de soldats italiens. Et le 22 juillet, nouvelle manifestation, cette fois contre l'annexion de la Macédoine grecque par la Bulgarie. Le développement de l'Hélas en juillet 1943, donc elle compte déjà 16 000 combattants, hommes et femmes, se traduit par une multiplication des actions de guérilla qui inquiètent les occupants et les contraint peu à peu à ne plus contrôler que les villes et les grands axes, avec l'aide d'une administration plus ou moins collaborationniste. Ailleurs, dans ce qui va s'appeler la Grèce libre, la réalité du pouvoir appartient à Léa Mélas, qui va donc mettre en place un embryon d'État nouveau avec des modes de participation démocratique directe. C'est donc la laocratie, le pouvoir du peuple, basé sur un régime d'autogestion locale généralisée. Il s'agit là de bien autre chose que du contrôle militaire d'une partie du territoire par des rebelles. Léam Hélas est porteur d'un projet politique qui est un projet politique audacieux de modernisation démocratique. C'est un projet original, très en avance sur son temps, qui est profondément ancré dans la réalité grecque et qui répond aux attentes de la population. À la base, vous avez l'Assemblée générale du peuple, à laquelle participent hommes et femmes qui ont les mêmes droits de plus de 17 ans, qui élit à bulletin secret des comités révocables, le comité d'auto-administration populaire, le tribunal populaire et les commissions de sûreté de ravitaillement de l'école et de l'église. Et dans les villages, le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par mois, l'assemblée générale tous les 3 mois. C'est une dimension démocratique permanente. Et malgré les difficultés dues à la guerre, une place conséquente est accordée à la santé, à l'éducation et à la culture. En mars 1944, Léam fonde le comité provisoire de libération nationale, appelé parfois le gouvernement des montagnes, qui réussit même le tour de force, ça aussi c'est unique, d'organiser à la barbe des occupants dans tout le pays des élections auxquelles vont participer 1 800 000 personnes, dont les femmes pour la première fois, en pleine occupation, pour élire un conseil national de 180 députés. Évidemment, le gouvernement grec en exil au Caire et les Anglais vont voir dans ce vote un défi et un danger, d'autant que les forces armées grecques d'Égypte et la marine, appuyées par la colonie grecque d'Égypte, réclament immédiatement que la résistance soit intégrée dans le gouvernement du Caire. Et là, il y aura un massacre de la flotte et des militaires démocrates et progressistes dans l'armée grecque en Égypte, terrible. Certains seront envoyés dans des camps dans le désert, ils seront massacrés, fusillés, etc. Et Churchill, encore, fera alors réprimer impitoyablement cette révolte. 18 500 soldats grecs qui sont en Égypte sont mutinés, donc à peu près la moitié des troupes grecques du Moyen-Orient seront expédiés dans des camps dans les déserts du Soudan, d'Érythrée et de Libye. Et c'est entre juillet et septembre 1943 donc que va s'opérer la fracture entre les résistants de Léa Mélas et le gouvernement monarchiste en exil et des Britanniques qui sont plus décidés que jamais à s'ingérer dans les affaires grecques. Début août, les délégués des 3 mouvements de résistance, qui sont d'un poids très différent, Léam, l'Édesse et l'Eka, sont convoqués au Caire. Ils adoptent à l'unanimité, avec le Conseil des ministres, le 19 août 1943, un message au roi Georges II qui soumet son retour à un référendum. Tous y compris les groupes créés par les Anglais, de résistance, les pseudo-résistants créés par les Anglais, se sont mis d'accord, parce que c'est la pression populaire qui pousse, pour que le gouvernement en exil
décide que le roi ne rentrerait qu'après un référendum, donc sur la forme de l'État de l'État grec. Donc le roi est au ban de la nation, mais il a avec lui un allié. Et quel allié? Churchill, qui parvient en plus à entraîner avec lui Roosevelt dans le refus de ce processus. Les délégués unanimes de la résistance retournent donc en Grèce sans cet accord et sont désavoués par un allié britannique qui met en place dès septembre le plan Manna, un plan qui vise à l'occupation militaire d'Athènes dès le départ des Allemands pour empêcher que les résistants n'occupent les lieux du pouvoir. Cette politique, c'est la politique que les Anglo-Américains ont manifestée à l'égard des résistances, où ils ont instauré, ils ont mis en place un peu partout en Europe, partout où ils ont pu, des structures dépendantes d'eux. Si elle a pu éviter en France d'ailleurs, si elle a pu être évitée en France, c'est grâce à l'action immédiate et conjuguée de la résistance du gouvernement provisoire de la République française et il faut le dire, de De Gaulle et du Parti communiste français. S'il n'y avait pas eu cet ensemble de forces, on aurait été administré par l'Amgoth, comme le sud de l'Italie l'a été. Donc, en Grèce, ils avaient prévu ça. Ils avaient prévu que dès que les Allemands se retiraient, et alors il faut savoir que quand les Allemands se retirent, ils se retirent en bon ordre de Grèce. Ils sont harcelés, évidemment, par la résistance de tous les côtés. Mais les Anglais ne font rien. Ils ont un gentleman agreement. Et oui, parce qu'ils remontent défendre, se battre contre l'avancée de l'armée rouge. Donc il faut laisser ces forces intactes pour les Britanniques. C'est ça qui se passe. Donc, en même temps, le 8 septembre 1943, il y a la chute de Mussolini et l'armistice le 8 septembre. Et là, ça ouvre la porte en Grèce à la dislocation des forces d'occupation italiennes de la 11e armée, qui, en Grèce d'ailleurs comme en Corse, va hésiter entre plusieurs comportements. Mais les Allemands, eux, ont un plan. Le plan qui s'appelle Axe, qui est prévu de longue date, parce qu'ils se méfient des Italiens. Ils vont désarmer les soldats italiens, récupérer les équipements et exécuter par milliers des soldats et des officiers, notamment ceux de la division Acqui, à Céphalonie et à Corfou, où là c'est les massacres de soldats italiens qui sont... Mais nombre de soldats italiens ailleurs ont déserté et sont aidés par les Grecs, par les résistants grecs. Et certains vont rejoindre individuellement les LAS ou collectivement. Mais surtout, la plupart de ces soldats italiens vont se débarrasser de leurs armes et les dépôts vont passer souvent entre les mains des résistants, des andartes, des partisans grecs, aux grandes dames des Anglais. Ben oui, voilà que les autres s'arment maintenant. Alors, l'effort normand italien a grandement aidé les LAS. Mais c'est aussi au cours de cet été 1943 que les Allemands mettent sur pied les milices auxiliaires pour leur combat contre les LAS, que l'on appelle les bataillons de sécurité. C'est des collabos grecs. Et jusqu'à la libération, des opérations sanglantes des Allemands et de ces milices, parfois aidées par des groupes nationalistes d'extrême droite, se multiplient dans les montagnes, mais aussi avec ce qu'on appelait les blocos, qui consistent à encercler un quartier la nuit, à faire sortir les habitants et à faire désigner par un mouchard encagoulé les résistants qui sont fusillés sur place. Le type, il a une cagoule, il dit lui, et on fusille immédiatement. Ça, c'est les Allemands avec les collabos et avec les bataillons de sécurité. Et ces bataillons de sécurité et milices qui pratiqueront la terreur, parce que c'est la terreur aux côtés des nazis, demeureront impunis du fait de la protection des Anglais qui, dès décembre 1944, s'en serviront à nouveau comme auxiliaires dans leur lutte contre les LAS et qui créent ainsi les conditions de la guerre civile donc, qui va ravager le pays de 1946 à 1949. Alors, pourquoi? C'est une grande question. Les causes de la défaite de la résistance grecque et de Léa Mélas. On a longtemps voulu expliquer la défaite de la résistance grecque par les accords de Yalta, qui datent du
11 février 1945, et la rencontre à Moscou entre Churchill et Staline le 10 octobre 1944, qui se serait partagé l'Europe en zone d'influence, la Grèce revenant à la Grande-Bretagne, à la Roumanie, à la Bulgarie, à l'Union soviétique, etc. La réalité est beaucoup plus nuancée. Marquée par la révolution d'octobre, marquée depuis la révolution d'octobre, donc en 1917, jusqu'à l'opération Barbarossa en 1941, par 24 ans d'intervention militaire de pays étrangers contre l'Union soviétique, pas encore sorti d'une guerre qui a entraîné la mort de 20 millions de soviétiques, Staline a d'abord le souci de garantir la sécurité du pays qu'il dirige. Ce qui passe par l'établissement d'un régime de démocratie nouvelle, à participation communiste évidemment, à ses frontières, par le désarmement et la neutralité d'une Allemagne qui devait rester unie dans la pensée de Staline, et par le règlement, la division de l'Allemagne est venue du fait des Occidentaux, et par le règlement de la question polonaise, ça c'est la grande question, avec une récupération des territoires pris à l'Union soviétique en 1921 et un déplacement du pays vers l'ouest par l'expulsion des minorités allemandes de Silésie, de Poméranie et de Danzig. Et dans cette conception de la sécurité soviétique, la Grèce n'a aucune place stratégique. Ça, c'est une réalité objective. Le Parti communiste grec, il compte des militants expérimentés, courageux, endurcis par les persécutions et la clandestinité, mais à qui il manque une chose, et ça c'est reconnu aujourd'hui par les historiens grecs, ils n'ont pas d'expérience internationale, du rapport des forces. Le Parti communiste grec n'a pas de représentant à la direction de l'international communiste, le Comintern, et pendant la guerre, ses rapports avec Moscou sont tardifs et longtemps indirects. Ils passent par les Yougoslaves. Donc l'évaluation des rapports de force internationaux, politiques et militaires échappe aux directions successives du Parti communiste grec comme à celle de Léa Mélas. Et le résultat, ça va être des hésitations entre plusieurs lignes politiques, et ces hésitations, on va les retrouver aussi bien au plan politique qu'au plan militaire avec Georgios Tsiantos comme avec Zachariadis. Alors on hésite entre une participation à tout prix à un gouvernement provisoire majoritairement monarchiste et opposé de fait aux conceptions et aux objectifs de la résistance, ou bien le choix d'une prise de pouvoir par des forces majoritaires de la résistance qui sera fait après et à contre-temps. Donc, l'élan brisé de la résistance grecque et le vol du devenir du pays, le déni de sa souveraineté grecque, de la souveraineté grecque par les puissances étrangères, en premier lieu par la Grande-Bretagne et puis par les États-Unis, ont laissé des traces profondes dans les mémoires. Il en est d'ailleurs de même, et ça nous ramène à aujourd'hui, du refus de remboursement, il faut le savoir ça, de l'emprunt forcé de 476 millions de Reichsmark que les nazis ont imposé en 1941 à la Grèce. Ils ont imposé un emprunt, mais c'est un acte d'État, hein, c'est pas... Donc, qui a été oublié sur injonction des États-Unis dans les réparations de guerre dues par l'Allemagne. Cette somme n'a jamais été remboursée, contrairement d'ailleurs aux emprunts italiens et bulgares. Elle représente aujourd'hui, avec les intérêts, autour de 81 milliards d'euros, qui sont dus par l'Allemagne. Hein? Donc, la période qui s'ouvre avec l'occupation de la Grèce, la résistance et la guerre civile continuent de peser lourdement sur un pays qui a été le laboratoire sanglant de la guerre froide sur le continent européen. En guise de conclusion, je voudrais ouvrir quelques pistes de réflexion. La première c'est ça, au regard de cette page de l'histoire de la résistance en Grèce, on constate que le début de la guerre froide ne se situe donc pas en 1946, lors du discours de Churchill à Fulton aux États-Unis, que la guerre froide n'est donc pas la résultante de la transformation des pays de l'Est de l'Europe en démocratie populaire à partir de 1945, mais qu'elle débute à Athènes en décembre 1944 selon un plan établi par Churchill dès 1943. Ce plan visait à maintenir par la force et la guerre si nécessaire la monarchie grecque et les intérêts coloniaux de l'Empire britannique, contre la volonté du peuple qui avait jeté les bases de nouvelles relations sociales et politiques dans les zones libérées de la Grèce libre. Donc, il y a ingérence directe
financière, technique et militaire des services britanniques dès que se constitue la résistance. Cette ingérence vise à la création de mouvements concurrents, donc je l'ai dit, de Léa Mélas, qui rassemble l'immense majorité des forces résistantes. Il y a donc en Grèce, mais pas seulement en Grèce, parce que c'est aussi le cas dans la Yougoslavie voisine et dans la plupart des résistances. En même temps que le combat de libération contre les occupants, une autre lutte politique et souvent militaire, avec des affrontements et même des embryons de guerre civile à l'intérieur des résistances nationales. À partir de là, c'est une question qui peut se poser, est-ce que la notion de guerre froide est pertinente? Ne s'agit-il pas plutôt d'une nouvelle étape d'un affrontement global qui commence avec l'intervention étrangère contre la révolution russe et qui n'a jamais cessé depuis? Voilà, je vous remercie. On remercie Paul, qui est aussi président du Festival France-Méditerranée à Grasse, avec beaucoup d'initiatives, de conférences sur plusieurs sujets. Donc le débat est engagé. Il y a un micro-baladeur, il y en a même un deuxième, je crois. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Hein, ça va. Il y a une question là. D'abord, je voulais vous remercier pour votre exposé qui est vraiment hyper complet, très détaillé, très approfondi. Merci. Moi qui me suis beaucoup intéressé à cette période, j'ai appris beaucoup de choses. Je voulais vous poser une question puisqu'on parlait d'un peu des blocs, de la guerre froide et du mouvement communiste, sur la réaction de Tito qui, à un moment, a aidé les résistants grecs. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer un petit peu là-dessus? Il y avait déjà des dissensions avec la résistance yougoslave et Staline. Et donc Tito a soutenu à un moment la résistance grecque. Je vous remercie. Alors c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut savoir qu'avant-guerre, le Parti communiste grec a défendu la ligne d'une Macédoine, d'un droit à l'autodétermination de la Macédoine grecque et de la Thrace. À partir de là, en Grèce, la réaction grecque a baptisé les résistants slavo-communistes, déjà. Il y a donc un problème objectif qui est celui de la Macédoine, qui perdure, qui va en s'atténuant là maintenant, mais qui perdure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Grecs, pendant la guerre, n'ont pas d'aide de Tito. Ils auront une aide pendant la guerre civile. Alors, ils ont une aide tant que ça va bien dans la Cominform, dont le Parti communiste yougoslave était un des organisateurs et des ténors. Avant de devenir dissident, au deuxième congrès, me semble, du Cominform, ou au premier, enfin, soit en 1947, soit en 1948, les communistes, les représentants communistes yougoslaves sont les accusateurs des partis communistes italiens et français. Et en termes particulièrement durs, ils accusent les Italiens et les Français de ne pas avoir pris le pouvoir.
de ne pas avoir suivi le modèle titiste. Voilà. Donc c'est pour dire que ensuite, on sait qu'il y a l'exclusion du Cominform, la dissidence titiste, donc, et l'affrontement Tito-Staline. Alors, tant qu'ils sont dans le Cominform, ils vont aider, non pas la résistance, parce que ça, ils n'ont pas aidé la résistance, ils en avaient suffisamment sur les dos, parce que la résistance yougoslave, c'est quelque chose d'épique aussi, hein, d'épique, de remarquable. Ils en avaient suffisamment sur le dos, sans encore aller en chercher, et aller aider, ils n'avaient pas les moyens. Bon. Par contre, ils ont aidé, à partir de 1946 jusqu'en 1948, ils ont aidé les résistants grecs qui reprennent le combat parce qu'il y a la terreur blanche et donc qui vont créer l'armée démocratique dans les montagnes. Quand il y a la rupture Tito-Staline, ils ferment la frontière. C'est pas brillant. C'est pas brillant parce que Tito, enfin moi je pense, c'est historiquement un grand bonhomme, hein, pas un petit bonhomme. On peut l'aimer, pas l'aimer, etc. C'est un personnage historique d'une taille. Dans la logique des blocs, la Yougoslavie navigue et traite avec les Anglais et les Américains, puisque les Soviétiques ont retiré leurs aides, leurs trucs, etc. Et ils ferment la frontière parce que c'est une des conditions des Anglais et des Américains. Ce qui n'aide pas, ceci dit, il y a eu des erreurs dans la guerre civile grecque, il y a eu une erreur majeure, il y a eu plusieurs erreurs majeures. La première, c'est que les Grecs auraient dû s'emparer du pouvoir tout de suite. Voilà. Au fur et à mesure que les Allemands partaient, il fallait qu'ils occupent, pas qu'ils attendent les Anglais. Or, ils ont été liés par les accords du Liban et les accords de Caserta, et ils ont laissé venir les Anglais. Bienvenue à nos alliés. Quelques jours après, les Alliés les bombardaient avec les avions, les quartiers ouvriers d'Athènes étaient bombardés par les Anglais. C'est incroyable, ils auraient pu s'emparer là. Ensuite, ils ont joué la légalité jusqu'au moment où c'est devenu insupportable. Et là, ils ont pris le chemin de la montagne. Mais là, il y avait déjà des dissensions chez eux. Et notamment Meloukatis, le grand Kapetanios, etc., va mourir. C'est terrible, les trois que j'ai cités, c'est terrible. La trajectoire des trois dirigeants communistes que j'ai cités, c'est terrible, c'est tout le drame de gens qui étaient sincères mais coincés par les circonstances historiques et pris dans des contradictions terribles. C'est tous des personnages hors du commun. Mais, alors, en 2011, il y a eu une grande conférence historique, vraiment, du Parti communiste grec, qui a réintégré tout, qui a évalué, qui a réévalué toute l'histoire en disant la responsabilité, elle est collective. Parce que pendant des années, et notamment à partir de 1956, où les soviétiques ont joué un drôle de jeu dans le Parti communiste grec, pour ne pas dire un jeu sinistre dans le Parti communiste grec, l'ont fait éclater, l'ont instrumentalisé, l'ont fait éclater, etc. Vous savez, je m'éloigne peut-être un peu de la résistance, mais aujourd'hui, Syriza, le Koukoué, etc., bon, pour ceux qui suivent un peu la Grèce, alors on a dit à partir de 68, le Parti communiste de l'intérieur, le Parti communiste de l'extérieur, etc. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il n'y a jamais eu... En fait, il y a affrontement entre, non pas euro-communistes, modernistes et staliniens, pas du tout. Il y a entre deux générations de Khrouchtcheviens. C'est ça. C'est les mêmes qui épurent les staliniens, entre guillemets, c'est-à-dire Zachariadis, etc., après 1956, vont se faire épurer à leur tour, et chacun va chercher l'un la protection des soviétiques, l'autre des roumains, etc. Mais c'est très loin ça du peuple grec. Or, en 1956, il
il y a des émeutes qui éclatent à Tachkent. À Tachkent, il y a 10 000 communistes grecs. Et qui refusent la déstalinisation. C'est très très compliqué. Les rapports Staline, Tito, les exilés grecs, etc., c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le même Tito, par exemple, a changé de position vis-à-vis des communistes grecs en fonction en fonction de la situation de la Yougoslavie. Bon, chacun a instrumentalisé à un moment donné, plus ou moins. Et la deuxième erreur, donc il y a eu un contretemps, ils ont pris le chemin de la montagne trop tard, en 1946. Parce qu'il y avait eu des tas de massacres, de syndicalistes, de cadres, de gens, de démocrates, de résistants, ils se faisaient assassiner dans les rues. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est une erreur alors, de tactique militaire, c'est qu'ils décident de créer une armée et de s'affronter avec l'armée grecque, en fait, entre les mains des Anglais puis des Américains, qui est une armée régulière. Il ne fallait pas du tout partir sur une ligne on ne combat pas une armée régulière. Alors là, c'était la défaite assurée, surtout si les sources de ravitaillement se fermaient. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est quelque chose de très complexe et de très... ils ont fermé la frontière, les Yougoslaves ont fermé la frontière. Mais pendant la guerre, il n'y a pas eu d'aide. Pendant la guerre, les Grecs, ils se sont servis sur les Allemands, sur les Italiens, etc. Voilà. Et ils n'ont pas été aidés par les Anglais du tout. Voilà. Au niveau des parachutages, etc. Les résistants yougoslaves ont été aidés par les Anglais. Parce que Tito a roulé dans la farine, les Anglais. Mais pas les Grecs. D'autres questions? Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne voulais pas poser une question, mais je voulais simplement, en tant d'origine grecque, dire que finalement, tout ce que vous avez décrit de cette période, qui était vraiment une période intense, extrêmement dure, c'est un peu la spécificité de ce peuple qui, même encore aujourd'hui, et même après, a subi beaucoup de choses. C'est-à-dire que toute cette guerre froide n'a pas été arrêtée à la fin de la guerre civile, mais a continué. Nous avons eu le coup d'État des colonels qui a été fait sous les auspices des Américains, parce que les Américains, ils ont succédé aux Anglais. Nous avons eu l'occupation de Chypre par les Turcs, qui a été fait encore une fois. Donc ça veut dire que c'est un pays qui continue à jouer un rôle beaucoup plus politique que géographique, malgré l'aspect culturel qui pourrait être très intéressant, mais qui passe à côté. Et c'est la raison pour laquelle souvent la Grèce subit des situations extravagantes et parfois des effets très durs, ce qui fait que les Grecs on trouve des réactions parfois qui sont difficiles à comprendre et difficiles à expliquer aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre conférence qui était vraiment extraordinaire. Merci, venant de quelqu'un d'origine grecque, ça me touche particulièrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une constante, c'est que depuis 1830, les Grecs n'ont jamais pu décider de leur destinée. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui avec les plans européens, hein, dont je rappelle qu'ils ont réduit de moitié les salaires des fonctionnaires et que la TVA est à 24% aujourd'hui. Et elle est appliquée 24% sur l'eau, sur le pain, etc. Voilà. Oui, ça nous arrivera nous aussi, mais bon. on essaie de faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Oui, juste merci et bravo. Le personnage d'Alice, quand même, dans le cœur, parce qu'il faut rappeler, il est au cœur de ce... Et lui, il va refuser la consigne et la politique d'accord national qui va amener au drame de 45, janvier 45. Il a refusé. Alors après les... Qui? Alice Veloukiotis. Ah, Veloukiotis, hein. Et lui, je crois que c'est une figure que Marc. Oui, je l'ai dit, ouais. Aris, ouais. Et parce qu'il résume en même temps le drame, et comme tu as dit, on voit aujourd'hui que finalement ça continue. Et quand même le comble,
voir aujourd'hui l'Allemagne exiger de la Grèce le paiement de soi-disant dettes, alors qu'elle n'a jamais payé un seul centime des milliards qu'elle doit encore aujourd'hui à la Grèce, c'est quelque chose d'absolument innommable et scandaleux. Mais ça, personne ne va le dire. Hein, c'est ça, parce qu'un type comme l'autre, le sinistre, là, qui est président de la BCE, là, hein, qui est un Dracula, lui, j'ai écrit, et c'est Mario Draghi. C'est un contre Dracula pour moi. Mais bon, ça, c'est un. Je veux ça. Mais quand on voit ces gens-là, un type qui est personnellement mouillé, y compris dans des concussions avec la Grèce, notamment. Et c'est ces gens-là qui viennent exiger. On voit bien quand même que ce peuple, il faut quand même qu'il ait une sacrée endurance et une sacrée force collective pour résister à ça. Parce que comme tu l'as dit, ça fait des décennies qu'il subit les injustices et l'opprobre et la dictature de l'argent et du capital. Et à un moment... Et la dépossession de son avenir, parce qu'on le prive de son avenir. Je veux dire que les Grecs, contrairement aux Roumains, écoutez, je me souviens d'un cours en fac il y a très longtemps, j'avais les cheveux noirs, et mon prof qui est ici présent, et mon ami, il disait, mais, Robert, je parle de Robert Charvet, il disait, mais les Roumains à la Libération, 1944, 600 communistes roumains, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous dirigez un pays, vous? La moitié, ils étaient en tôle. Vous dirigez un pays? Il n'y a pas eu de volonté populaire de construire le socialisme en Roumanie. Non. Mais en Grèce, oui. Il y avait la volonté de construire une autre société, de se débarrasser de la monarchie imposée, de se débarrasser du vieux personnel politique, d'établir de nouvelles relations, y compris sociales, d'égalité entre hommes et femmes, les jeunes qui votaient, etc., etc. Au niveau pédagogique, mais des innovations pédagogiques incroyables qu'on redécouvre aujourd'hui dans les zones libérées. Et eux, ils ont été dépossédés. Alors, l'armée rouge a imposé un socialisme, entre guillemets, préfabriqué, importé, alors que là où il y avait l'éclosion d'une société nouvelle, je ne dis pas de socialisme, parce qu'il ne parlait pas de socialisme, mais il parlait d'un pouvoir populaire. Et en tout cas, il y avait une réelle démocratie populaire authentique. Là, eux, ils ont été brisés. Et chaque fois que les Grecs ont essayé de construire quelque chose par eux-mêmes de manière indépendante, ils se sont heurtés aux ingérences étrangères. Ils ont été victimes des ingérences étrangères. Je voudrais dire juste une chose. Je n'ai pas d'action. On avait sorti, je suis membre du comité de rédaction de Recherche Internationale, qui est une excellente revue, pas parce que j'ai écrit ça, mais et on avait sorti un numéro sur la Grèce vers l'abîme, qui reste complètement d'actualité, dans lequel, moi j'avais écrit la partie historique, donc si certains sont intéressés, on a quelques numéros, voilà, si certains sont intéressés, je vous dis, pour retrouver, parce que il y a notamment sur la partie la crise grecque, le fiasco européen, bon, la tragédie grecque ou les enseignements de l'histoire pour comprendre la crise actuelle, quel avenir pour la Grèce, développement économique, croissance par dégradation, l'intérêt public en temps de crise, voilà, aspects internationaux et géopolitiques de la crise financière et chypriote, Athènes vue de Bruxelles et Washington, voilà, ce sont des choses intéressantes, voilà. Là, oui. Tiens, Pierre. Oui, juste avant une question. Dans ton introduction, tu as parlé de concepts que je ne connaissais pas. Tu as dit qu'il ne voulait pas proposer un projet de démocratie, mais de laocratie. Donc, si tu pouvais juste préciser un peu ce que c'est ou... Alors, c'est un peu compliqué. Alors, bon, il y a deux termes en grec pour le peuple. Il y a laos et il y a démos. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, la laocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais ce n'est pas le même peuple. Ça n'a pas la même connotation. Voilà. La laocratie, c'est la démocratie populaire. Voilà. Et ça s'accompagnait d'un projet, mais qui était développé,
qui conserve aujourd'hui sa force. Hein. Laocratie, c'est pas démocratie. Hein. Démocratie, c'est plutôt... D'ailleurs, c'est comme ça qu'on... République grecque, on traduit par hellénique démocratie. La démocratie, c'est plutôt la république, en grec, en langue grecque. La laocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais du peuple avec les institutions correspondant, avec la révocation des élus, avec... voilà. C'est les institutions que j'ai dites. C'est un concept original. Dimitrov, en 45-46, un peu plus tard, va développer l'idée, c'est le deuxième grand apport après celui du Front populaire, parce que Dimitrov était un très grand révolutionnaire bulgare, il va développer l'idée, il est mort trop tôt, de démocratie populaire. Lui, authentique, hein, pas démocratie avec le parti unique. Bon, malheureusement, l'évolution de la guerre froide va bloquer la possibilité de démocratie populaire. Mais les Grecs, eux, ils ont créé une démocratie populaire avant que Dimitrov théorise et la modélise. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Pierre? Oui, monsieur. Je voudrais simplement dire que j'ai trouvé votre exposé non seulement passionnant, non seulement documenté, mais en plus émouvant. Je veux dire par là que je croyais connaître l'histoire de la résistance grecque, parce que je me suis beaucoup intéressé. Et je comprends mieux, après vous avoir écouté, je m'aperçois que je ne savais pas grand-chose, et je comprends mieux maintenant ce poème d'Éluard, qui commence par « Peuple grec, peuple roi, peuple désespéré ». Merci. Merci. Éluard qui a été au Mont-Grande-Nous, notamment Oui, avec la oui, résistance pendant les années de la guerre civile. Je voulais juste dire quelque chose d'anecdotique. Quand il y a eu les Grecs qui ont battu les Italiens, Oui. pendant qu'ils leur ont tenu bon. Alors à Paris, sur un mur, il y avait au charbon écrit « Si vous voulez visiter l'Italie, engagez-vous dans l'armée grecque ». Oui. Et si vous voulez visiter l'Albanie, parce qu'ils les ont rejetés jusqu'à l'intérieur de l'Albanie. Non mais après, à la décharge C'était des... parfaitement clair, votre exposé était parfaitement Merci. clair. Et c'est là la principale Non, qualité. je pense que, bon, c'est quelque chose qui est insuffisamment connu. Je pense que comme toutes les résistances, mais ce qu'a enduré le peuple grec, les 500 000 morts de la famine, c'est épouvantable, quoi, je veux dire. Descendre au dixième de ce qui est nécessaire au niveau calorique pour vivre, c'est abominable. Mais la tragédie des combattants grecs, c'est abominable aussi. Ils ont été après lâchés par Tito, quand ils sont arrivés en Union soviétique, n'en parlons pas. Bon, ils ont été accueillis, mais c'était très, 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 très compliqué. Et effectivement, ils ont été les victimes de la situation géopolitique et des manigances de Churchill, qui est vraiment, qui voyait très loin et qui a organisé les choses avec beaucoup d'avance. Ce qu'ont fait les Anglais dans la résistance grecque, c'est incroyable. Ils ont essayé de le faire dans la résistance française, mais ils se sont heurtés à De Gaulle. Parce qu'ils ont essayé. Hein. Ah oui. L'histoire des services de renseignement, etc. On peut en parler. C'est avant que le BCRA soit formé, les services de renseignement de la France libre soient formés, eux, ils s'appuient sur les militaires, sur les réseaux polonais, de l'armée polonaise, qui sont restés en France. Il y a 8 réseaux de résistance.
C'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire, mais qui est magnifique. Hein. Il y a beaucoup à dire. Oui, mais les Polonais, l'armée polonaise qui n'a pas pu réembarquer, Sikorski, quand Pétain signe l'armistice, il y a 80 000 soldats polonais en France. Et Sikorski demande, qui est en Angleterre, demande qu'il puisse rembarquer. Parce qu'il y avait un accord entre les Français et les Polonais, qu'aucun ne signerait d'armistice sans l'accord de l'autre. Ce que n'a pas fait la France, la France officielle. Bon. Donc, une partie des Polonais, des militaires polonais, restent en France. Et les Anglais ne savent pas ce qui va se passer. Parce que je rappelle que dans l'état-major d'Hitler, il y en avait qui voulaient continuer après Dunkerque jusqu'à débarquer en Angleterre. Et c'est Hitler qui n'a pas voulu. Parce que l'armée anglaise était en pleine débandade. Hein. Donc, en application des accords franco-polonais, Sikorski demande qu'on mette des bateaux à disposition et qu'ils puissent continuer le combat. Et la réponse est non. Donc il y a le 18 juin 1940 l'appel du général de Gaulle sur ici, et une semaine plus tard, le 25 juin, un appel de Sikorski. Et Sikorski dit la chose suivante aux soldats polonais restés en France. Nous vous ordonnons de résister partout, par tous les moyens, de vous regrouper avec les forces éventuelles de résistance et de combattre jusqu'au bout. Les Anglais, qui ne savent pas sur qui se fier en France, c'est la moindre des choses, vu la débâcle, donc ça on le comprend, ils vont miser sur les réseaux polonais, et il va y en avoir 8 en tout, 7 en France métropolitaine et 1 en Afrique du Nord, pour informer, parce que eux, les militaires polonais, sont fiables, contrairement aux Français dont on ne sait plus qui est quoi. Et donc, le BCRA, les services gaullistes, vont se créer en concurrence, en partie, après ils absorberont, mais ils se créeront en concurrence pendant 2 ans au moins avec les services polonais. Le BCRA se créera en concurrence avec les services polonais, les services de renseignement, parce que les services de renseignement polonais ont la confiance des Anglais. Les Anglais n'ont jamais cessé d'avoir leur politique, comme tous les États d'ailleurs, hein, mais disons, dans les résistances, il y en a un seul qui les a roulés, c'est Tito. Tito, là, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais là, il les a roulés. Il a utilisé les armes, les fonds, les moyens. Une armée de plus d'1 million oui, mais bon. de résistants. Oui, mais... voilà. D'autres questions? Ah, Robert? Oui, moi j'ai beaucoup apprécié le cours de géopolitique que tu as fait, parce que le jeu d'échecs de l'exemple grec mériterait une analyse globale aujourd'hui dans tous les domaines. Or, on a l'impression que ni les partis politiques français, y compris le Parti communiste, ni les médias, ni la littérature politique qui sort, s'intéressent réellement à la géopolitique, c'est-à-dire à ce jeu d'échecs où les États ont des intérêts, où les firmes privées maintenant ont des intérêts transnationaux, où c'est un jeu très complexe qui joue, et on ramène tout à une sorte de discours politico-affectif, ou presque, hein, notamment par exemple sur les droits de l'homme. On voit par exemple comment avec la Birmanie, les journalistes ne s'en sortent plus maintenant, après avoir porté au nu la prix Nobel de la paix, maintenant ils ne savent plus quoi en faire, étant donné le massacre des musulmans là-bas, et les expulsions en Bangladesh. On a l'impression qu'il n'y a pas de culture politique, géopolitique. Pas de culture géopolitique, ni dans les partis politiques, ni dans les universités, ni ailleurs, hein, ni dans les médias. Je crois que c'est une question majeure parce que sans ça, on tombe dans le compassionnel, l'affectif, au jour le jour, au cas par cas. Or, ce n'est pas du tout la réalité politique, elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe. Et ce que l'on constate, c'est que les grands se débarrassent des petits quand ils les gênent. Il n'y a pas d'alliance, et les petits doivent compter sur eux-mêmes. D'abord et avant tout sur eux-mêmes. Et je pense que la France aujourd'hui fait partie des moyens, et il ferait bien de compter essentiellement sur elle-même plutôt que de jouer des alliances ambiguës ou des interventions malsaines. L'histoire de la
Seconde Guerre mondiale est encore à faire. Parce que maintenant, on parle de Verdun, etc. Mais pour le moment, il faut... Toute l'histoire est à refaire en permanence. Hein. Il y a M. là-haut qui n'a pas parlé. Paul, si tu permets, juste une question, parce que tu as employé à propos de la lutte des communistes et puis de la résistance grecque une guerre patriotique. Tu n'as pas parlé que de la guerre patriotique, mais il y avait cet aspect-là de la résistance. Et tu as parlé aussi de ce qui s'est passé lors du partage, avec la bulgarisation, l'italianisation, etc., etc. Moi, je voudrais simplement dire deux choses et te demander ton avis là-dessus. J'ai gardé sur l'ordi, en première page, quand ça s'ouvre, une déclaration du général de Gaulle qui a refusé de participer aux commémorations du débarquement anglo-américain. Il a refusé en disant « c'était une opération uniquement anglo-américaine. Ce qu'il y avait dans la tête de cette opération, c'était l'instauration d'un protectorat anglo-américain en France. Je n'ai donc pas allé commémorer ce genre de choses. » Quand je vois aujourd'hui le type de fonctionnement de nos présidents, et je les mets tous les uns derrière les autres, à propos de cet événement-là, je me dis, il avait raison, mais il est mort. Et la deuxième chose qui me gêne, c'est de voir de quelle façon on a eu pendant longtemps une défense de notre langue, de notre État. Quand je dis État, ce n'est pas l'institution en tant que telle, c'est tout ce que ça comporte en matière de service public, etc. Et quand je vois de quelle façon aujourd'hui, et excusez-moi, mais souvent je suis de l'autre côté de la frontière, en Italie, ça a commencé bien plus tôt chez eux, mais de quelle façon on est abreuvé uniquement par une culture qui est exogène, excusez-moi, l'anglais, partout. Et non, c'est pas vivable. Et on nous fout en l'air comme ça, en tant que nation. Alors je sais bien qu'il y a des transnationales, des multinationales, mais en tant que nation, on met notre peuple dans l'état où on a mis le peuple grec à cette occasion-là. Moi, je voudrais savoir ce que tu en penses. Sur la question de la réflexion de De Gaulle, la non-participation de De Gaulle aux commémorations du débarquement, là, alors, on est en plein délire, puisque petit à petit, la Seconde Guerre mondiale, les libérateurs, c'est les Américains. Bon, c'est une aimable plaisanterie. Quand on regarde la réalité des fronts, le prix que chacun a payé, bon, la bataille de Stalingrad, mais il y a Kursk derrière, bon, enfin, et puis il y a les résistances nationales, Yougoslavie, etc. Bon, donc, je pense qu'on est en train de falsifier, de réviser l'histoire, une fois de plus. Elle est souvent instrumentalisée, mais on la révise. On la révise dans le mauvais sens, en gommant, et ça aboutit à des horreurs. Une des horreurs, peut-être que certains l'ont vue, moi je trouve que c'est une horreur complète, mais enfin, c'est anecdotique. Il y a 2 semaines, à Zagreb, on a débaptisé la plus grande place, qui était la place du maréchal Tito, pour l'appeler place de je ne sais pas quoi, sous la pression d'un groupe politique au conseil municipal de Zagreb, qui est un groupe d'extrême droite révisionniste. Révisionniste. Le leader est un universitaire révisionniste dont le père était un collabo. Voilà. Oustachi, mais d'origine, lui, il était d'origine bosniaque. Et le gars a négocié son soutien à la municipalité, au maire, donc à la gestion municipale, au fait qu'on débaptise Tito. Quand on en arrive là, Tito, qui était un Croate, d'abord un Yougoslave, mais qui était un Croate, je veux dire que c'est
on atteint des sommets dans le révisionnisme et dans le danger, dans tout ce que ça implique. La Lettonie, là, alors les républiques baltes, c'est les champions. Bon, on commémore et on fête, on célèbre officiellement les divisions SS. Hein. Bon, enfin, bon, tout ça, ceci dit, par rapport à De Gaulle qui savait de quoi y retourner, qui connaissait bien les Anglais hein, et qui connaissait bien les Américains aussi, moi j'ai un point de vue, mais c'est un point de vue pour modeste personne. Je pense que si on n'a pas été soumis à la libération, si on n'est pas tombé dans la dépendance dans laquelle les Américains voulaient nous faire tomber, et qui ont essayé jusqu'au bout, hein, toutes les solutions, y compris une solution Laval. Y compris une solution Laval. Hein. Bon, il fallait le faire. Hein. Pas oublier qu'ils ont retiré leur ambassadeur. Ils n'ont jamais protesté contre le massacre de Juifs et qu'ils ont retiré au dernier moment leur ambassadeur de Vichy. Hein. Ils ont tout couvert, hein, les Américains. Bon, ce que je veux dire, c'est que je crois que si on a évité une catastrophe à la libération, une guerre civile, etc., c'est grâce à la sagesse, notamment. Alors, c'est antinomique et ça ne veut pas dire que j'ai la moindre illusion sur le personnage, mais de Gaulle et de Thorez, pour aller vite, hein, de Gaulle et de Thorez, c'était deux hommes d'État qui ont fait passer les intérêts du pays avant toute autre considération. C'est rare, ça n'existe plus. Et qui ont su passer par-dessus tout un tas de considérations pour préserver. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. Bon, nous sommes obligés d'arrêter notre conférence. Juste quelques petits mots. Donc, on voit la nécessité de notre association.